la synapse. Tout le fonctionnement du système nerveux repose sur la transmission de l'influx nerveux entre neurones ou entre ceux-ci et les cellules effectrices au niveau des synapses. Les synapses sont des zones de contact fonctionnelles entre les terminaisons axonales d'une fibre nerveuse et d'autres cellules, nerveuses, musculaires ou glandulaires. Dans la synapse, l'information est donc transmise d'une cellule présynaptique à une cellule postsynaptique. Il existe deux types de synapses. Les synapses électriques, qui permettent de faire passer directement le signal électrique du cytoplasme d'une cellule à l'autre à travers des jonctions communicantes, les fameuses gap junctions. Et les synapses chimiques, qui font passer indirectement l'information d'une cellule à l'autre au moyen de neurotransmetteurs. Un neurone établit en moyenne des contacts avec 1000 autres neurones voisins à travers des synapses chimiques. Comment fonctionne la synapse chimique ? Dans ce cas, les neurones présynaptiques et postsynaptiques sont séparés par un espace rempli de liquide extracellulaire, la fente synaptique, qui est large de 30 à 50 nanomètres. Les influx nerveux ne peuvent pas franchir cette zone. Ils doivent libérer un neurotransmetteur contenu dans des vésicules synaptiques qui va diffuser à travers l'espace de la fente synaptique et agir sur des récepteurs situés dans la membrane plasmique du neurone postsynaptique pour produire un potentiel postsynaptique qui est un potentiel gradué. Le signal électrique présynaptique, qui est codé en fréquence, va être converti d'abord en signal chimique, le neurotransmetteur, qui est codé en amplitude. Le neurone postsynaptique reçoit le signal chimique et le convertit en signal électrique, le potentiel postsynaptique codé en amplitude, qu'il va devoir transformer en potentiel d'action et recoder en fréquence pour pouvoir l'acheminer le long de l'axone suivant. L'ensemble de ces processus va prendre du temps. C'est le délai synaptique qui dure environ 0,5 millisecondes. On comprend que ce type de synapse soit plus lent que la synapse électrique. Lorsque le potentiel d'action arrive dans le bouton synaptique d'un neurone présynaptique, la phase de dépolarisation du potentiel d'action ouvre, en plus des canaux sodium potentiel dépendants, des canaux calcium potentiel dépendants qui sont présents en forte densité au niveau du bouton synaptique. Comme les ions calcium sont beaucoup plus concentrés dans le liquide extracellulaire, ils pénètrent largement dans le cytoplasme de façon passive le long d'un gradient électrochimique. L'ouverture de ces canaux entraîne une augmentation de la concentration de calcium cytosolique qui déclenche alors la migration et l'exocytose des vésicules synaptiques qui contiennent un ou plusieurs neurotransmetteurs. L'ouverture des vésicules permet l'exocytose des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ces neurotransmetteurs diffusent ensuite dans la fente synaptique et atteignent la membrane postsynaptique où ils se fixent sur des récepteurs spécifiques et génèrent localement un ou des potentiels postsynaptiques. L'exocytose des vésicules est déclenchée par l'action du calcium sur certaines protéines transmembranaires des vésicules synaptiques, les synapsines, en particulier la synaptotagmine, qui peuvent ensuite interagir avec des protéines situées sur la membrane plasmique de la terminaison axonale, en particulier la syntaxine. La présence de calcium permet aussi l'interaction d'autres protéines membranaires, des vésicules et de la membrane plasmique, regroupées sous le terme de SNER, et la fusion des membranes. Ensuite, le calcium est éliminé et la vésicule est recyclée. Récemment, il a été décrit l'existence de pores de fusion au travers desquels passe le neurotransmetteur, évitant la fusion des membranes et permettant le recyclage des vésicules qui sont ensuite rechargées par différents transporteurs membranaires. C'est l'effet kiss and run qui évite d'abord la perte de temps et d'énergie et deuxièmement augmente la rapidité de la réponse. La recharge des vésicules en neurotransmetteurs, ici dans l'exemple que je vous donne, le glutamate, se fait par un mécanisme d'antipore contre des ions H3O+, ou H+, et ces ions H+, sont eux-mêmes pompés vers l'intérieur de la vésicule grâce à l'ATP synthase qui fonctionne là, non pas comme une synthase, mais comme une pompe à protons. En général, un neurone peut libérer plusieurs neurotransmetteurs. Ils sont localisés dans la même vésicule s'ils sont tous deux peptidiques, sinon ils sont localisés dans des vésicules différentes. Les neurotransmetteurs peptidiques sont synthétisés dans le corps de Nissl du corps cellulaire, puis ils sont stockés dans des vésicules issues de l'appareil de Golgi et sont transportés sous cette forme
par des microtubules jusque dans le bouton synaptique. Les neurotransmetteurs non peptidiques sont synthétisés sur place dans la terminaison de l'axone grâce à des enzymes spécifiques qui sont élaborées dans le corps cellulaire du neurone, puis transportées jusqu'aux terminaisons axonales par le flux axonal. Parmi les neurotransporteurs, on distingue le groupe des amines. L'acétylcholine est synthétisée dans la terminaison présynaptique à partir de la choline et de l'acétyl-CoA. Ce groupe comprend différentes molécules classées selon leur nature chimique. Le sous-groupe des catécholamines comprend la dopamine et la noradrénaline qui sont synthétisées à partir de la tyrosine. L'adrénaline n'est pas un neurotransmetteur. Le sous-groupe des endolamines est représenté par la sérotonine qui est synthétisée à partir du tryptophane. À côté du groupe des amines, on trouve le groupe des acides aminés. On parle d'acides aminés excitateurs pour le glutamate et l'aspartate et d'acides aminés inhibiteurs pour le GABA ou acide gamma-aminobutyrique. Troisième groupe, le groupe des polypeptides qui comprend les peptides opioïques avec les encéphalines et les endorphines, les tachykinines avec la substance P. Le groupe des purines, par exemple l'AMP et l'ATP, et le groupe des messagers intracellulaires diffusibles dont le chef de file est le monoxyde d'azote NO. Pour agir, le neurotransmetteur doit se fixer sur une protéine transmembranaire spécialisée, le récepteur. Le messager est dénommé agoniste, comme toutes les autres molécules qui se fixent sur le récepteur et produisent le même effet que le messager lui-même. Certaines substances sont également capables de se fixer sur le récepteur, mais agissent en le bloquant, ce sont des antagonistes. On peut classer les récepteurs selon qu'ils sont excitateurs et provoquent une dépolarisation de la membrane, ou inhibiteurs et provoquent une hyperpolarisation de la membrane. Toutefois, lorsque le neurotransmetteur se fixe sur la protéine réceptrice, il provoque une modification de conformation et donne naissance à un signal intracellulaire, c'est la transduction. Selon le mode de transduction, on distingue des récepteurs canaux, avec une réponse directe et très rapide, des récepteurs métabotropes, avec une réponse amplifiée, car il y a génération de seconds messagers. Les récepteurs canaux, exemple type, est le récepteur nicotinique excitateur de l'acétylcholine. C'est un récepteur enchâssé dans la membrane cellulaire et constitué de 5 sous-unités qui forment au centre un canal. L'acétylcholine peut se fixer sur les 2 sous-unités alpha, ce qui entraîne une modification de conformation du récepteur et une augmentation de la perméabilité du canal au sodium et au potassium. Ce canal n'est pas spécifique, mais compte tenu du potentiel de la membrane de la cellule, c'est surtout le sodium qui entre. Il s'ensuit une dépolarisation de la membrane. Ce récepteur peut également fixer des agonistes qui vont produire l'effet de l'acétylcholine, par exemple la nicotine, et des antagonistes qui vont à l'opposé bloquer le récepteur et donc empêcher toute action ultérieure de l'acétylcholine, par exemple le curare et certains anesthétiques locaux. À côté de cela, existent les récepteurs métabotropes. L'exemple type est représenté par les différents récepteurs adrénergiques. La mise en jeu de ces récepteurs aboutit à la production de seconds messagers. Ce sont des récepteurs protéiques à 7 domaines transmembranaires qui sont couplés à des protéines G régulatrices situées sur la face interne de la membrane. Ces protéines G comprennent 3 sous-unités, alpha, bêta, gamma. La sous-unité alpha se dissocie des sous-unités bêta, gamma lorsqu'elle fixe du GTP. Certaines protéines G vont moduler l'activité de l'adénylcyclase, une enzyme membranaire qui hydrolyse une molécule d'ATP pour former de l'AMP cyclique. C'est le second messager. En effet, celui-ci va transmettre l'information en activant la protéine kinase A, pKa, qui va phosphoryler en aval des protéines substrats. La phosphorylation produite peut porter sur des protéines canalaires et entraîner alors une augmentation de la perméabilité ionique. Ainsi, la fixation de noradrénaline sur les récepteurs bêta-adrénergiques, qui sont couplés à une protéine G stimulatrice et à une adénylcyclase, aboutit à une augmentation de la quantité d'AMPC dans la cellule. Mais la fixation de noradrénaline sur les récepteurs alpha-2 adrénergiques, qui sont aussi couplés à une protéine G et qui cette fois est inhibitrice, aboutit à une diminution de l'AMP cyclique.
Certaines autres protéines G mettent en jeu des phosphoinositides de la membrane. Dans ce cas, le récepteur membranaire, comme le prédécesseur alpha-adrénergique, active via une protéine G la phospholipase C ou phosphoinositidase membranaire qui hydrolyse des phosphatidylinositol phosphate en IP3 pour inositol triphosphate et DAG pour diacylglycérol. L'IP3 mobilise le calcium à partir du réticulum endoplasmique qui est un réservoir de calcium de la cellule. Il se fixe sur des récepteurs canaux à l'IP3 endoplasmique, les ouvre, ce qui laisse passer les ions calcium en fonction du gradient de concentration de part et d'autre de cette membrane et augmente donc la concentration cytoplasmique en calcium. Le DAG diffuse quant à lui dans le plan de la membrane et active une protéine kinase, la protéine kinase C, qui module certaines activités cellulaires en phosphorylant des protéines intracellulaires. D'une façon générale, on peut retenir que ces processus de transduction génèrent un signal intracellulaire très amplifié, car un très grand nombre de molécules sont produites à partir d'un récepteur. On peut noter qu'il existe des interactions entre ces systèmes, notamment en ce qui concerne le calcium.